Qualité et contrôle des produits. Le consommateur est-il suffisamment protégé? La qualité des produits que nous consommons chaque jour influence directement notre santé et notre bien-être. Dans un contexte où des étiquetages sont parfois insuffisants ou trompeurs, il est crucial d'informer et de sensibiliser le consommateur. Bienvenue dans votre émission Le Consommateur. La grande question, c'est qualité et contrôle des produits, le consommateur est-il suffisamment protégé? Alors, nous avons choisi de venir à la rencontre des responsables de l'ANEMA. Nous allons à la rencontre du docteur Mehdi Nangwe, il est directeur des essais et analyses. Bonjour, docteur. Bonjour, Mariam. Nangwe. L'ANEMA, c'est quoi? Vous êtes au laboratoire national d'essais de qualité, de métrologie et d'analyse, donc en abrégé le LANEMA. Donc, c'est une structure officielle du ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat. Et ce laboratoire est dirigé par professeur Konemawa, qui est la directrice générale. Et dans nos missions, c'est un laboratoire qui consacre l'essentiel de ses travaux à la protection du consommateur. Donc, il s'agira notamment de contrôler la qualité des produits manufacturés, donc les produits alimentaires, de l'eau, boissons, les produits cosmétiques, les produits d'entretien. Également, on va s'intéresser aussi à la fiabilité des instruments de mesure. Ce que je veux proposer, c'est qu'on fasse vraiment un circuit, qu'on soit sûr vraiment du concret. Donc là, par exemple, où est-ce qu'on va et puis qu'est-ce qu'on va voir? Alors, quand vous arrivez au LANEMA avec votre échantillon, donc l'échantillon peut provenir soit d'une structure étatique ou d'un opérateur économique. Et une fois arrivé au LANEMA, vous vous rendez au service réception. On y va? Alors, donc ici, nous sommes dans le service de réception, Oui. donc des objets soumis à essai. Et là, nous allons recevoir des échantillons de boissons que la chef de service, Madame Soumaro, va nous remettre. D'accord. Alors, ici, dans ce service, on fait l'enregistrement et la traçabilité. Et donc, chaque échantillon est soumis à une codification. Et ensuite, il est acheminé directement au laboratoire pour les analyses. D'accord, très bien. Après avoir bien entendu défini les paramètres. Alors, l'étape suivante maintenant, c'est d'aller analyser tout ça. Voilà. Ah, d'accord, mais je propose qu'on y aille tout de suite. Merci, je vous en prie. D'accord, ok. On y est? On y va. Ici, nous sommes au laboratoire de microbiologie et de parasitologie. À ma droite, vous avez le laboratoire de chimie alimentaire. Et ensuite, vous avez le laboratoire des eaux et environnement. Donc, nous, on va où actuellement? On va d'abord au laboratoire de chimie alimentaire. C'est par là que commence le processus. C'est ça. Une fois que les paramètres ont été définis au niveau du service de réception, en liaison ou en collaboration avec les techniciens, les responsables, nous venons directement sur la paillasse. Et nous allons commencer par le laboratoire de chimie alimentaire. D'accord. Merci. Ah oui, voici nos échantillons. Alors, nous sommes ici dans le laboratoire de chimie alimentaire et nous sommes en compagnie de M. Baliba Christophe, qui est technicien de ce laboratoire. Monsieur, alors dites-nous, quand ça arrive ici à votre niveau, qu'est-ce que vous faites? Les échantillons viennent avec des fiches d'exécution de travaux. Il y a des recommandations. C'est avec ces paramètres que nous travaillons. Ces jus, nous avons le pH, le potentiel d'hydrogène, l'acidité et le degré Brice, la densité. Degré Brice, c'est quoi pour nous? Degré Brice, c'est juste un contrôle du voir le taux de sucre, la concentration en sucre. Voilà. Comme le docteur le disait, il y a un seuil qu'il ne faut pas dépasser. Alors, je vois qu'il y a beaucoup de machines. Hein. Je vois beaucoup de machines. Dites-nous, par exemple, cette machine, elle sert à quoi? L'alcooliseur, c'est un système d'analyse d'alcool. Voilà, c'est un système d'analyse d'alcool qui va nous permettre de déterminer des paramètres tels que le degré alcoolique, la densité, le degré Brice, que ce soit les vins, les boissons, les liqueurs,
toutes sortes d'alcool, toutes sortes de boissons, même l'eau, on peut prendre pour déterminer certains paramètres sur l'eau. Donc, nous allons procéder d'abord aux analyses. Nous avons déjà effectué nos enregistrements et c'est avec ces tubes que nous allons effectuer les prélèvements. Ça, c'est l'échantillon 1 que j'ai déjà identifié. Mais parallèlement, pourquoi chercher de l'alcool dans des boissons gazeuses, sucrées, ordinaires? Au fait, pour les boissons gazeuses, nous savons que c'est de façon pratique, ils ne contiennent pas d'alcool. Mais est-ce que l'industriel a respecté cette norme? Il faut vérifier. Alors moi, je suis un peu curieuse. Je veux savoir, par exemple, là, c'est-à-dire à ce stade-là, il s'est écoulé 1 ou 2 minutes. Vous avez Voilà, terminé. je vous explique. Oui. Vous voyez, vous avez vu ici affiché 00. Ça, c'est le titre alcoolique. Preuve qu'il n'y a pas d'alcool, c'est 0% d'alcool, son volume. Maintenant, en dehors de ça, vous voyez ici, ça nous donne la densité. De la densité, je peux maintenant voir le degré brut pour voir le taux de sucre. Qu'est-ce que j'ai fait? Voici l'appareil, je vois ce côté, voici BRICS. Vous voyez, ça me donne 8,31% BRICS. C'est pas encore fini, ça charge toujours. Voilà. C'est-à-dire les 8,31% de sucre, c'est-à-dire il y a 8,31 grammes de sucre dans 100 millilitres de ce liquide. Alors là, il est dans la norme, tant mieux pour lui. Mais si il s'avérait que la structure, ou bien d'où vient le produit, était au-dessus de la norme. Effectivement, une fois que le produit est au-delà de la norme, lorsque le paramètre analysé est au-dessus du seuil, alors ce que nous faisons, nous saisissons donc une autre structure avec qui nous sommes en collaboration, donc qui est un organisme d'inspection, donc qui va saisir cette structure, soit pour des amendes ou à la limite, nous à notre niveau, on peut lui demander de corriger cela. D'accord. Alors, mais ça dépend en fait de la provenance de l'échantillon. Si l'échantillon vient directement de l'État, en ce moment, une fois que les analyses sont faites que ça ne respecte pas les normes, automatiquement la structure est sanctionnée, le produit est retiré sur le marché. Et quels sont les produits qui le plus passent dans vos laboratoires pour analyse? Nous avons, en général, c'est des produits agroalimentaires. Donc vous avez l'eau qui vient en tête, vous avez ensuite les boissons, vous avez les produits cosmétiques, vous avez les produits d'entretien et après vous avez d'autres produits liés par exemple à l'engrais, voilà, au sol. Bon, on a ce genre de produits, des échantillons de ce genre que nous recevons ici. D'accord. Mais en général, ce sont des produits agroalimentaires. Pourquoi? Parce que c'est des produits effectivement qui ont un grand impact sur la population. D'accord. En tout cas, merci beaucoup. Nous avons votre permission, je vous suis. Nous allons poursuivre la visite. Merci. Alors, c'est très instructif tout ça. Vous réalisez à quel point est-ce que le processus est extrêmement fiable et puis extrêmement précis. Tout cela, bien évidemment, dans l'intérêt du consommateur. On continue notre petite visite. On y est? On y va. Ici, nous sommes dans le laboratoire de microbiologie. D'accord. Et après avoir analysé les paramètres physico-chimie, nous allons nous occuper maintenant des paramètres microbiologiques. Alors, nous sommes avec le technicien M. Kwame Mathias. Donc, c'est lui qui va faire les analyses des paramètres microbiologiques. Donc, qu'est-ce qu'on recherche dans ces paramètres? Bonjour. Oui, nous recherchons ce que nous appelons les micro-organismes, qu'on peut dire spécifiquement les Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Salmonella et les levures et moisissures. C'est ce que nous recherchons généralement dans les aliments que nous recevons ici. Donc, lorsque nous recevons les aliments, nous prenons d'abord les aliments, nous les mettons au frigo. Mais bien avant, nous préparons le plateau technique, c'est-à-dire préparer les milieux de culture. Ce qu'on appelle pour le profane la nourriture des microbes. Lorsque nous prenons la forme déshydratée, nous le faisons passer sur les plaques chauffantes que nous homogénéisons et ensuite nous faisons passer à l'autoclave pour stériliser, pour tuer toute forme de bactéries qui peut être dans ce milieu sous forme déshydratée. Et nous allons l'obtenir sous cette forme que vous voyez. Nous allons obtenir cette forme déshydratée, voilà, que nous précoulons dans des boîtes de pétri de cette manière. Selon les gemmes recherchées, nous mettons dans la boîte de pétri et nous mettons
l'aliment dedans pour rechercher les microbes qui vont... Donc, si j'ai bien compris, ça, c'est censé être le produit qui est venu pour contrôle. Voilà. Non, ce n'est pas le produit qui est venu pour contrôle. C'est l'aliment des microbes. Celui-là est la nourriture des microbes. La nourriture des microbes. Donc, quand nous allons mettre sur l'aliment, ça va nous leur permettre de se développer. C'est comme une personne qui aime le tchèp. Quand vous déposez le tchèp à son entrée, il va vouloir sortir pour manger le tchèp. Donc, c'est justement cette nourriture-là que nous déposons pour provoquer voilà, pour qu'il puisse se manifester. Quelle est la quantité? Justement. Voilà. D'accord. Allons-y, l'étape suivante. OK. À l'étape suivante, nous venons à la salle de manipulation aliment. On réceptionne l'aliment, déjà les anonymés de cette manière. Et selon les normes que nous avons, nous pesons une certaine quantité à la balance pour rechercher les germes. Ici, aujourd'hui, nous allons rechercher les Escherichia coli qui provoquent des diarrhées et des crampes. Et aussi, nous allons chercher également les salmonelles, qui sont des germes qui provoquent l'intoxication alimentaire, qui provoquent les fièvres typhoïdes au niveau du consommateur. Et lorsque vous consommez, vous pouvez avoir la fièvre typhoïde. Quand vous consommez qu'il y a les E. coli dedans, vous pouvez avoir la diarrhée intense avec des saignements. Donc aujourd'hui, nous allons le rechercher dans le jus et dans de la farine. Et ensuite, après la pesée, nous passons à l'étape de la manipulation proprement dite. Alors, on réalise, ils sont en train de travailler là, on réalise que le contrôle est très méticuleux, mais généralement, à l'issue des contrôles, qu'est-ce que vous constatez? Qu'est-ce qui est souvent mis en cause? Oui, généralement, lorsque nous faisons ce type d'analyse, pour la plupart, nous avons soit des contaminations microbiologiques, on a aussi des contaminations métalliques, et il peut arriver qu'il y ait des contaminations chimiques, c'est-à-dire soit la moisissure ou les HAP, donc en fonction des différents produits, voilà, on peut retrouver certains contaminants. Après avoir pesé la quantité qu'il faut, ici dans un milieu, dans un environnement aseptisé, il va pouvoir prendre les 1 millilitre pour mettre sur la nourriture, ce qu'on peut appeler la nourriture des microbes. Comme ça, pour provoquer leur prolifération. Donc, c'est les boîtes de petits qui sont là. Ici, il va prendre 1 millilitre du produit déjà mis dans l'eau peptonée. Ici, s'ils étaient endormis dans le produit, ici, ils sont réveillés à travers ce produit qu'on appelle eau peptonée tamponnée. Donc, une fois réveillés, il va mettre dans leur milieu favorable. Il va prendre 1 millilitre et il va l'introduire dans le milieu favorable. La flamme, ça sert à quoi? Et la flamme permet de ne pas contaminer le produit, de ne pas envoyer un corps étranger à ce milieu. Donc, il met 1 millilitre dans leur milieu favorable sur le flacon pour pouvoir aller à l'incubateur pour mettre dans leur milieu selon l'exigence de chaque microbe. Alors, docteur, je réalise bien, en vous suivant, que le processus est long et précis, méticuleux, et puis extrêmement avec des machines de pointe. Mais ce qui m'inquiète, c'est qu'il y a des millions de références de produits. Donc, finalement, est-ce que tous les produits, que ce soit vous ou ailleurs, passent dans ce genre de système avant d'être mis sur le marché à la disposition du consommateur? Le lendemain existe justement pour cette raison, parce que il est là pour protéger le consommateur. Donc, tous les produits qui doivent être mis sur le marché devraient nécessairement passer par le lendemain. Donc, par nos structures, par les différents types d'analyses que nous avons présentées jusque-là, microbiologie, physico-chimie. Et à la suite de cela, lorsque les résultats sont concluants, le produit peut être distribué sur le marché. On peut terminer la visite? Oui. Nous allons partir à la salle d'incubation. Nous allons, après avoir manipulé, nous allons partir à la salle d'incubation. D'accord, vous trouver. Okay, merci. Alors ici, c'est laquelle des étapes? C'est la salle d'incubation. Comme je l'ai dit, selon l'exigence de la température, les micro-organismes, nous allons les mettre à l'incubateur. Et selon les normes que nous avons, les Escherichia coli font 24 heures à 44 degrés à l'incubateur. Donc nous allons pouvoir les mettre les boîtes de pétri à l'intérieur. Comment vous appelez ça? Escherichia coli? Escherichia coli. Ceux-là, sont ceux qui donnent la diarrhée? C'est eux qui donnent la diarrhée avec saignement. Voilà, c'est eux qui donnent la diarrhée avec saignement. Et nous allons les incuber pendant 24 heures. Ensuite, nous allons incuber les salmonelles à 36 degrés. C'est eux qui donnent la fièvre typhoïde. Donc, comme vous voulez, nous allons le mettre à 36 degrés pendant 24 heures et après faire des tests complémentaires s'ils y sont ou bien ils n'y sont pas réduits. Également, les lévules, moi ici, on les températures que nous mettons ici à 25 degrés. Et nous voyons ici à 25 degrés. Donc, ici, nous les mettons pendant 5 à 7 jours. Et après quoi, nous allons observer leur dénombrement
Et si nous avons des doutes, nous faisons des tests de confirmation pour confirmer qu'effectivement, celui-là c'est des revues, celui-là c'est des moisissures. D'accord. Et la dernière étape? La dernière étape, nous partons observer, nous partons dénombrer les micro-organismes. Ah d'accord, donc on y va. Voilà. Ah, d'accord. Donc ça... Voilà, ici nous avons des moisissures qui ont poussé sur cette boîte après avoir incubé 6 à 7 jours. Donc nous pouvons les dénombrer puis compter le nombre. Et en fonction des normes que nous avons, on dira que le produit est de qualité satisfaisante ou de qualité non satisfaisante. Nous, on le fait pour voir la qualité marchande du produit. Il y a des fois, vous partez au supermarché, vous vous rendez compte que le produit là, le haut là est un peu blanchâtre. Si vous avez des doutes, c'est que c'est les moisissures qui sont en train de pousser. Vous laissez ce produit. Vous déclassez ce produit déjà à vue d'œil. Ou bien le produit a changé de couleur. C'est sûrement des levures ou bien des moisissures qui sont en train d'agir sur la qualité du produit, la qualité marchande. Là, qu'est-ce qu'il y a dedans? Là, c'est les moisissures qui sont là. Mais c'est quoi en bas? En bas, ici, c'est le jus qu'on a manipulé. Voilà, ce jus qu'on a manipulé, c'est-à-dire que ce jus-là, s'il reste, il ne se reste que 3 jours, 4 jours à l'air, sans être réfrigéré ou congelé, vous allez voir les moisissures. Et c'est normal? Voilà. Non, c'est pas normal. Donc on est arrivé au terme du processus. Voilà. Après avoir dénombré au terme du processus, nous faisons un rapport et puis nous disons que bon, nous avons obtenu tel nombre de gemmes dans le jus. Et en fonction des normes ISO, on valide qualité insuffisante ou qualité non suffisante. Et une fois la qualité est non suffisante, l'État sait ce qu'il a à faire. Alors, au terme de cette visite guidée, il y a quelque chose d'impressionnant. Le matériel est de qualité. Le personnel est également un personnel extrêmement qualifié. Mais moi, j'aimerais bien qu'on puisse me convaincre sur le fait que les consommateurs soient protégés et que la majorité des produits vendus passent par un de vos laboratoires ou d'autres laboratoires. Donc, j'aimerais vous demander de pouvoir conclure. Mais d'un point de vue matériel, on a également observé en venant que vous avez des camions. Donc, ça veut dire que vous pouvez aller vers les zones de forte consommation pour aller faire des échantillons sur place. Comment ça se passe? Effectivement, le LANEMA est super équipé. Nous avons donc un laboratoire mobile qui comporte donc 2 compartiments. Le compartiment de physico-chimie. À l'intérieur, on peut faire tout ce qui est comme analyse de base en physico-chimie. Et également, on a un autre compartiment de microbiologie. Et c'est un camion donc, qui vient pour servir les zones reculées de la Côte d'Ivoire. Et déjà, avec nos partenaires, l'ONEP et la SODECI, nous sillonnons toute la Côte d'Ivoire pour contrôler la qualité microbiologique et physico-chimique de l'eau qui est distribuée par la SODECI. Derrière chaque analyse, derrière chaque produit qu'on retrouve sur le marché, il y a des contrôles, il y a un contrôle rigoureux, un contrôle analytique assez pointu qui est effectué avec des équipements de pointe. Le LANEMA existe pour vous protéger. Et nous encourageons, si vous avez des doutes sur un produit quelconque, nous vous encourageons à saisir le ministère de sorte que le ministère puisse envoyer les organismes d'inspection afin que ces produits-là soient contrôlés par le LANEMA. Docteur, je vous remercie. Monsieur, je vous remercie également. Nous sommes au terme donc, de notre visite ici et puis on a parlé de ministère, de structure d'encadrement. Raison pour laquelle nous allons de ce pas au CNLVC. Nous allons à la rencontre du docteur Anis Didi Bakoné. On y est? On y va. Comment le consommateur se préserve de certaines qualités douteuses de produits ou bien des étiquetages trompeurs? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la loi est du côté des consommateurs. La loi protège les consommateurs dans le sens où, en Côte d'Ivoire, il y a une obligation d'étiquetage. Et au niveau de l'étiquetage de chaque produit, quel que soit le produit, il y a des informations qui doivent être données aux consommateurs. Le consommateur a besoin et a le droit de connaître le produit qu'il va consommer ou en tout cas qu'il a l'intention d'acheter, de savoir quel est le mode d'utilisation. Donc, on doit retrouver le mode d'emploi sur l'étiquetage. On doit également retrouver les ingrédients qui composent le produit. Que ce soit un produit alimentaire ou un produit non alimentaire, la composition du produit, c'est-à-dire les éléments qui rentrent dans ce produit doivent être connus et détaillés complètement. Ça, c'est important parce que déjà, pour que le consommateur sache qu'est-ce qu'il va consommer, qu'est-ce qu'il va acheter, comment ça va être utilisé,
comment il doit être utilisé au quotidien. Est-ce que c'est un usage quotidien? Est-ce que c'est un usage qui doit être plus rare, qui doit être espacé, etc. Et puis surtout, ça lui permet de savoir en termes d'allergie, quand il s'agit même des produits, que ce soit alimentaire ou même non alimentaire, parce qu'on peut être allergique à des produits d'entretien ménager, des métaux, etc. Donc, déjà pour que le consommateur sache que si ce produit lui correspond ou pas. Et c'est l'étiquetage qui peut lui indiquer ça. Et cet étiquetage, donc l'emballage, d'une manière générale, doit avoir toutes les informations qui permettent au consommateur une utilisation optimale du produit en question. D'accord. Alors, si vous deviez nous résumer le parcours de manière synthétique d'un consommateur qui serait donc mécontent par rapport à ce droit, quel serait ce parcours? C'est d'alerter l'administration, parce que l'administration est à l'écoute, l'administration est disponible. Donc, évidemment, il y a le Conseil national de lutte contre la vie chère, mais il y a également tout l'arsenal du ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, qui est représenté sur l'ensemble du territoire national, et donc qui n'hésite pas à alerter. C'est la première des choses, c'est de nous signaler tous les contrevenants, tous les manquements, toutes les situations où il a l'impression que les conditions sanitaires ne sont pas aux normes, où il a l'impression que ses droits sont bafoués ou ne sont pas respectés. Donc 1343, numéro vert gratuit, donc du ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, pour signaler et permettre à l'administration de diligenter des contrôles. Qui n'hésite pas, parce que c'est sur l'ensemble du territoire national que ce numéro vert fonctionne, ainsi que tous les autres outils digitaux, que ce soit au niveau des réseaux sociaux, que ce soit également au niveau des directions régionales. La question de la protection des consommateurs, la question du pouvoir d'achat, la question du bien-être des consommateurs est vraiment au cœur de l'activité gouvernementale. Et donc, tout un cadre législatif et réglementaire existe et a été mis en place pour protéger les consommateurs, mais également amener les entreprises à exercer leurs activités dans les meilleures conditions. Docteur Rani Lydie-Souakone, secrétaire exécutif de CNLVC, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Pour en savoir plus ou revoir cette émission, rendez-vous sur notre site officiel à www.cnlvc.ci et sur nos réseaux sociaux. Vos questions alimentent notre engagement et nous sommes là pour y répondre. Merci de votre attention. Bonsoir.